La route défilait sous mes roues. Un ruban de bitume gris serpentant à travers des champs d'un vert presque insolent. C'était le début de l'été. Et l'air qui entrait par la fenêtre ouverte sentait la terre chaude et les promesses de jours plus longs. Dans ma poitrine, il y avait un mélange étrange de paix et de tristesse. Une sensation de vide, mais un vide qui, pour la première fois depuis des années, ne me faisait pas peur. Au contraire, il ressemblait à un espace à remplir. Mon nom est Eliane, et j'ai vécu assez longtemps pour connaître la joie, la perte, le sacrifice et un millier de moments entre les deux. Dites-moi, d'où est-ce que vous m'écoutez en ce moment? J'aime toujours savoir qui est là. À l'autre bout. Cela me donne l'impression de moins parler à un écran et plus de partager un thé avec un ami. Très bien. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire. Tout a commencé le jour de la fête des mères. Cette fête avait toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Quand ma fille, Chloé, était petite, elle me fabriquait des cartes de vœux tordues avec trop de colle et des paillettes qui s'accrochaient à mes cheveux pendant des jours. Elle me tendait des pissenlits cueillis dans le petit carré d'herbe derrière notre immeuble comme si c'était des roses du jardin de l'Élysée. Ses petites mains. Ses câlins collants. Oh! Comme ils illuminaient ma vie. C'étaient les plus beaux bouquets du monde. Mais cette année-là, elle n'était plus petite. Elle avait 21 ans. Une jeune femme à l'aube de tout ce pourquoi je pensais l'avoir préparée. Et moi? J'étais prête à profiter d'une journée simple avec elle. Un bon déjeuner. Peut-être une promenade le long des quais de Saône. Juste du temps ensemble. Parce que pour moi, c'est ce qui comptait. Pas les cadeaux. Pas l'argent. Juste nous deux. Alors, quand elle m'a dit qu'elle voulait organiser un petit brunch à l'appartement, j'ai été touchée. Elle a même mentionné que quelques-unes de ses amies pourraient passer. J'ai pensé, quelle gentille attention. Elle voulait me célébrer et même m'inclure dans son monde. Son cercle d'amis. Je me sentais flattée. Presque privilégiée. Ce matin-là, j'ai pris un soin particulier à me préparer. J'ai mis ma robe la plus douce. Une robe bleu lavande que je gardais pour les occasions spéciales. J'ai brossé mes cheveux, qui commencent à grisonner sur les tempes. Et j'ai même mis une touche du rouge à lèvres que j'utilise si rarement ces jours-ci. Je voulais qu'elle soit fière de moi. Comme je l'ai toujours été d'elle. Je voulais être une mère qu'elle serait heureuse de présenter. Mais au moment où je suis entrée dans le salon, quelque chose n'allait pas. Ses amis étaient regroupés autour de la table de la salle à manger. Un tourbillon de rires et de conversations animées. Chloé m'a vue. Et au lieu du câlin chaleureux que j'attendais, ses yeux ont balayé ma tenue de haut en bas. D'une manière que je ne lui avais jamais vue. Une sorte de sourire en coin a étiré ses lèvres. Maman, dit-elle. Sa voix légère mais tranchante. Tu as l'air vintage. Les filles à table ont éclaté de rire. Un rire bruyant. Sans retenue. Je suis restée là. Figée. Le plateau de fruits que j'avais apporté tremblant légèrement dans mes mains. J'ai essayé de sourire. D'en faire une blague. Mais les rires n'ont fait que s'amplifier. Oh mon Dieu! A ajouté l'une de ses amies. Ça fait un peu ambiance fête de la lavande en Provence. Elles ont ri encore plus fort. Et ma fille. Ma propre chair. Mon sang. A rejeté la tête en arrière et a ri avec elle. Pas un petit rire nerveux. Pas le genre de rire qui dit « Oh. Allez. Ne soyez pas méchante. » Non. C'était un rire franc. Sans aucune honte. Comme si m'humilier était la meilleure blague de leur matinée. J'ai eu envie de disparaître dans le tapis. Mes joues brûlaient.
Ma poitrine se serrait. Et pourtant j'ai forcé mes lèvres à se courber en un sourire. C'est ce que font les mères. N'est-ce pas? Nous protégeons nos enfants. Même de leur propre cruauté. J'ai posé le plateau et je me suis affairée à verser du jus d'orange. Comme si mes mains tremblantes ne me trahissaient pas. J'ai hoché la tête quand elles ont fait des commentaires sur le fait que c'était mignon, que j'utilise encore de vieilles tasses en porcelaine de ma grand-mère. J'ai ri doucement. Maladroitement. Quand elles m'ont taquiné sur le fait que je n'avais jamais appris à me servir des dernières applications à la mode ou que je ne connaissais pas les influenceurs dont elles parlaient. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Chaque mot. Chaque petit rire. Chaque regard condescendant de ma fille s'enfonçait plus profondément que n'importe quelle insulte que j'avais jamais reçue. Parce que cela ne venait pas d'un étranger. Cela venait de la personne même pour qui j'avais donné ma vie. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas réprimandé devant ses amis. J'ai tout avalé. Chaque bouchée amère. Et je suis restée pendant tout le brunch, jouant le rôle de l'hôtesse polie. J'ai posé des questions sur leurs études, leurs rêves, leurs petites histoires futiles. J'ai hoché la tête et souri, bien que mon cœur s'effondrait dans ma poitrine. Quand la dernière invitée est enfin partie, Chloé m'a à peine jeté un regard. Elle était trop occupée à faire défiler son téléphone, riant de quelque chose sur un écran. Elle n'a pas remarqué mon silence. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle n'a même pas dit merci pour le repas que j'avais passé la matinée à préparer. Cette nuit-là, alors que je faisais la vaisselle seule, mes mains tremblaient. Pas à cause de l'âge, mais à cause de la rage. Pas une rage chaude et explosive, mais une rage froide, qui s'infiltre lentement. Le genre de rage qui murmure, elle ne te voit plus. Elle ne te respecte plus. Et c'est à ce moment-là, debout devant l'évier avec de la mousse de savon jusqu'au coude, que j'ai réalisé que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je n'étais plus seulement une mère dont on s'était moqué. J'étais une femme qui avait été trahie. Et même si je ne savais pas encore ce que j'allais faire, je savais une chose avec certitude. Plus rien ne serait jamais comme avant. Après cette fête des mères, je me suis retrouvée à rester éveillée tard dans la nuit. Le rire tournait en boucle dans mon esprit, comme un disque rayé. Je fermais les yeux, espérant le silence. Mais au lieu de cela, je l'entendais à nouveau. Ce cœur de jeune voix. Et le pire de tout, la sienne, mêlée aux autres. Ce n'était pas seulement le rire qui faisait mal. C'était ce qu'il révélait. Une vérité que j'avais été trop têtue, ou peut-être trop pleine d'espoir pour admettre. Ma fille ne me voyait plus comme quelqu'un à honorer ou à chérir. Pour elle, j'étais juste une relique. Une chose dont on pouvait rire. Et cette prise de conscience m'a ramené des années en arrière, comme une lame de fond. Quand elle est née, j'étais à peine plus qu'une jeune fille moi-même. Son père n'est pas resté longtemps. Il m'a dit que la responsabilité était trop lourde, qu'il n'était pas prêt. Alors, il n'y a eu que nous deux. Dès le début, chaque décision que j'ai prise, chaque heure que j'ai travaillé, chaque euro que j'ai économisé, tout était pour elle. Je me souviens de travailler la nuit dans une grande brasserie du centre de Lyon. Mes pieds enflés. Mon dos endolori. Mais me forçant toujours à sourire en servant des cafés à des gens qui me voyaient à peine. Je rentrais à la maison en titubant alors que le soleil se levait. Je me glissais silencieusement dans notre petit appartement de la Croix-Rousse et j'embrassais son petit front avant de m'effondrer dans mon lit. Les heures que je travaillais signifiaient des couches. Du lait. Un toit. Plus tard, quand elle a grandi, les sacrifices ont changé de forme. Mais n'ont jamais diminué.
J'ai renoncé à des occasions de refaire ma vie parce que je ne voulais personne qui la traite comme une pièce rapportée. Je découpais des bons de réduction. Je cousais des patchs sur ses vêtements. Je me passais de nouvelles chaussures pour qu'elle puisse avoir la marque qu'elle réclamait. Et à mesure qu'elle grandissait, mes rêves rétrécissaient pour faire de la place aux siens. J'ai mis de côté l'idée de reprendre des études. J'ai abandonné l'idée de voyager ou même simplement d'avoir un week-end pour moi. J'ai tout versé. Tout ce que j'étais. Dans la construction de son avenir. J'ai ouvert un compte d'épargne le jour de ses 5 ans. Je me suis dit que c'était pour ses études supérieures. Je mettais de côté ce que je pouvais. Même si cela signifiait manger de la soupe 3 soirs par semaine. Ce compte est devenu mon obsession. Je regardais les chiffres grimper. Euro après euro. En me rappelant que cela valait chaque sacrifice. Un jour, elle traverserait une estrade avec sa toque et sa toge. Et je saurais que j'avais fait quelque chose de bien. Et puis il y a eu la robe de mariée. Elle n'avait que 19 ans quand elle m'a montré la photo sur son téléphone pour la première fois. Les yeux brillants comme quand elle était petite. Maman. C'est celle-là? A-t-elle murmuré. Elle était bien au-delà de ce que nous pouvions raisonnablement nous permettre. Mais son excitation était contagieuse. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai puisé dans mon petit fond d'urgence et j'ai trouvé un moyen. Quand elle a tournoyé dans cette robe devant le miroir de la boutique, j'ai pensé, voilà à quoi ressemble l'amour. Une si grande partie de ma vie avait été mesurée par ses sourires. Si elle était heureuse, j'étais heureuse. C'était le pacte que j'avais conclu avec moi-même. Mais après cette fête des mères, ce pacte ressemblait à une blague cruelle. Le poids de tous ces sacrifices s'est abattu sur moi. Et j'ai commencé à me demander à quoi ils avaient servi. Une fille qui ne supportait pas d'être vue avec moi. Qui se moquait de moi devant des étrangères. Qui ne reconnaissait pas. Ou peut-être ne se souciait pas. Que tout ce qu'elle avait été parce que j'avais renoncé à tant de choses. Les souvenirs se sont tordus. Chacun coupant au lieu de réconforter. Les longues nuits à la brasserie. Soudain, elles semblaient être des heures perdues. Les chaussures usées. Les placards parfois vides. Les économies de bouts de chandelle. Tout cela donnait l'impression de verser de l'eau dans un pot fissuré. Rien de ce que je donnais ne semblait tenir. Et pourtant, une partie de moi résistait à cette amertume. Parce que qu'aurais-je pu faire d'autre? Elle était mon enfant. Mon unique enfant. L'aimer n'avait jamais été un choix. C'était un instinct aussi naturel que de respirer. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer la vérité. Mon dévouement ne lui avait pas appris la gratitude. Au lieu de cela, il lui avait appris à prendre, à s'attendre à tout, à croire que mes sacrifices n'étaient rien de plus que son dû. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je fixais le plafond et je laissais les années déferler sur moi. Les premiers pas que j'avais applaudis. Les anniversaires pour lesquels j'avais raclé les fonds de tiroir. Les nuits où j'étais restée à ses côtés pendant ses maladies et ses chagrins. Tout cela s'est écrasé sur moi. Et puis la question a fait surface. Une question que je n'avais jamais osé me poser auparavant. Et moi? Et la femme derrière la mer? Qu'en était-il de ses rêves? De ses besoins? De sa dignité? Est-ce que je ne valais rien? Moi aussi? Pour la première fois de ma vie. Je me suis laissé m'attarder sur cette pensée. Et au lieu de la culpabilité, j'ai ressenti une étincelle de clarté. Le rire de la fête des mères avait ouvert une blessure? Oui. Mais il m'avait aussi ouvert les yeux. Quelque chose devait changer. Et cette fois, le changement ne serait pas pour elle. Il serait pour moi. Les jours qui ont suivi cette fête des mères se sont écoulés dans un brouillard étrange. En surface.
Rien n'avait changé. Je préparais toujours les repas. Je pliais le linge. Et j'engageais une conversation polie quand elle daignait me parler. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé sans espoir de réparation. J'ai arrêté d'attendre ses excuses. Arrêté d'espérer qu'elle lèverait les yeux de son téléphone pour me voir. Les excuses ne viendraient pas. Et même si elles venaient, les mots ne pourraient jamais recoudre les déchirures qu'elle avait provoquées. Et dans le silence de cette prise de conscience, j'ai commencé à planifier. La première chose à disparaître fut la robe. Elle était suspendue dans son armoire, immaculée dans sa housse, comme si elle attendait un conte de fées qui n'aurait jamais lieu. Je passais devant en faisant la poussière, et chaque fois, elle semblait se moquer de moi. Toutes ces heures supplémentaires, ces nuits tardives, ces centimes économisés juste pour s'offrir un morceau de dentelle et de soie. Un après-midi, alors qu'elle était sortie avec ses amis, j'ai ouvert la fermeture éclair de la housse et j'ai passé mes doigts sur le tissu. Un instant, la culpabilité a gonflé dans ma poitrine. C'était la robe de ses rêves, celle qu'elle avait suppliée, celle dans laquelle elle avait tournoyé avec un tel ravissement. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont elle avait fait tournoyer son rire à mes dépens, le lançant à travers la table du brunch comme des couteaux. Et soudain, la culpabilité s'est retirée. J'ai pris des photos. En veillant à ce que la lumière de la fenêtre mette en valeur la délicatesse des broderies. J'ai rédigé une annonce simple et factuelle, sans y mettre d'émotion. Robe de mariée? Jamais portée. Taille 38. Je l'ai mise en ligne sur un site de seconde main. Le Bon Coin. En choisissant un prix juste, mais ferme. J'ai utilisé mon vieux téléphone. Celui dont elle se moquait. Pour gérer la vente. La robe s'est vendue en quelques jours à une future mariée qui la regardait avec la même admiration que ma fille avait eue autrefois. C'était une jeune femme douce, dont les yeux pétillaient de projet. Elle était venue avec sa mère, une femme de mon âge avec qui j'ai échangé un regard complice. Quand la jeune femme a glissé l'argent dans ma main, une liasse de billets bien nette, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti un soulagement. Cette robe avait été un symbole de mes sacrifices. La laisser partir était mon premier acte pour me réapproprier ma vie. J'ai imaginé la robe avoir une seconde vie. Une vie heureuse. Loin du mépris qui avait souillé la nôtre. Ensuite, ce fut le tour du compte épargne pour ses études. Pendant des années, j'avais traité ce compte comme un hôtel sacré. J'avais sacrifié des sorties au restaurant, des vacances, même un confort de base, juste pour voir ces chiffres grimper. Ce n'était pas grand-chose selon les standards du monde. Mais pour moi, cela représentait chaque once d'amour que je pouvais verser dans son avenir. Un soir, je me suis assise à la table de la cuisine avec le relevé bancaire étalé devant moi. Chloé était dans sa chambre, la musique martelant à travers les murs, des éclats de rire provenant d'un appel vidéo se glissant dans le couloir. Je fixais les chiffres sur la page et je pensais, elle ne voit pas ce que cela signifie. Elle ne se soucie pas de ce que ça m'a coûté. Mes mains tremblaient lorsque j'ai rempli le formulaire de clôture du compte en ligne. L'opération était si simple, si impersonnelle. Quelques clics, un mot de passe, et 20 ans de sacrifice étaient transférés sur mon propre compte courant. Le lendemain, je suis allée à ma banque. Quand le conseiller m'a tendu le chèque de banque, libellé à mon nom, j'ai senti le poids de décennies se soulever de mes épaules. Cet argent n'appartenait plus à quelqu'un qui se moquait de moi. Il m'appartenait. J'ai utilisé une partie pour rembourser les dettes persistantes que j'avais eu trop honte d'admettre que j'avais accumulées au fil des ans. Des petites réparations de voiture,
Une facture de dentiste que je repoussais sans cesse. Le reste, je l'ai mis de côté dans un endroit sûr. Pas pour elle. Pour moi. Pour tout ce qui viendrait après. Une fois ces 2 fils coupés la robe. Le fond, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai commencé à bouger discrètement, emballant de petites choses dans des cartons que je gardais cachés au fond de mon armoire. Je triais des papiers, décidant de ce qui était assez important pour être emporté avec moi. Je ne claquais pas les portes ni ne faisais d'annonces dramatiques. J'avais appris à ce moment-là que le silence était plus tranchant que n'importe quelle dispute. Elle ne remarquait rien. Ou si elle le faisait, elle ne s'en souciait pas. Son monde tournait autour de ses amis, de son fiancé, de ses réseaux sociaux. J'étais devenu un bruit de fond dans ma propre maison. Et c'est peut-être ce qui a rendu les choses plus faciles. Je ne quittais pas une fille qui m'aimait. Je quittais une étrangère qui avait oublié d'où elle venait. Une locataire qui ne payait pas son loyer en amour ou en respect. Je me déplaçais dans l'appartement comme un fantôme. J'emballais les albums photos de son enfance, ne gardant pour moi que quelques clichés où nous étions heureuses. Vraiment heureuses. J'ai pris la vieille courte pointe que ma grand-mère avait faite. Celle sous laquelle je la berçais quand elle était malade. J'ai laissé les meubles, la vaisselle, les bibelots. Ils n'étaient que des objets. Des témoins silencieux d'une vie qui n'était plus la mienne. Chloé continuait sa vie comme si de rien n'était. Elle me parlait pour me demander si j'avais acheté du lait d'amande ou si j'avais vu son chargeur. Elle me racontait ses projets de mariage. Les couleurs. Les fleurs. Sans jamais se rendre compte que la pièce maîtresse, la robe, n'était plus là. Chaque conversation était un rappel de l'abîme qui s'était creusé entre nous. Elle ne me voyait pas comme une personne, mais comme une fonction. Une intendante. Une banque. Une présence pratique qui faisait tourner la maison. Et la douleur, au lieu de s'atténuer, devenait une force froide et tranquille. Chaque interaction me confortait dans ma décision. Je ne partais pas sur un coup de tête. Je partais parce que rester signifiait accepter de ne plus exister. La nuit avant mon départ, je me suis tenue sur le seuil de sa chambre. Elle dormait, son téléphone brillant encore sur l'oreiller à côté d'elle, l'écran affichant une conversation de groupe. J'ai regardé sa respiration, douce et régulière, et un instant, j'ai vu l'enfant qu'elle avait été. Celle qui s'agrippait à ma main dans les lieux bondés. Celle qui murmurait autrefois, « Ne me laisse pas. Maman. » Des larmes ont piqué mes yeux. Mais je n'ai pas fait un pas de plus. Je l'avais déjà quittée dans mon cœur le jour où elle avait ri de moi. Ce n'était que la dernière étape. En me détournant, un calme étrange s'est installé en moi. Je ne la fuyais pas. Je retournais vers moi-même. Et le temps qu'elle se rende compte que j'étais partie, il serait déjà trop tard. Je suis retournée dans le salon et je me suis assise dans le fauteuil usé où je l'avais si souvent regardé jouer. J'ai regardé autour de moi, m'imprégnant de chaque détail de cet appartement qui avait été mon univers pendant plus de 20 ans. Les marques sur le mur où nous mesurions sa taille chaque année. La petite fissure sur le vase qu'elle avait fait tomber en apprenant à marcher. Chaque objet racontait une histoire. Une histoire dont j'étais le personnage principal invisible. Je n'éprouvais ni haine ni colère. Juste un profond, un immense chagrin. Le chagrin d'un amour qui s'était transformé en habitude pour elle. Et en fardeau pour moi. J'avais donné tout ce que j'avais. Et en retour, j'avais reçu du mépris déguisé en blague. Alors que l'aube commençait à peine à colorer le ciel au-dessus des toits de Lyon, j'ai su que c'était le moment. Je n'étais pas une mère qui abandonnait son enfant. J'étais une femme qui refusait d'être abandonnée par elle-même. Et cette distinction, aussi subtile soit-elle,
faisait toute la différence. Le matin de mon départ était silencieux, presque anormalement calme. Le ciel au dehors était gris. Le genre de ciel qui ne peut décider s'il veut pleuvoir ou s'éclaircir. Cela me convenait. Je ne voulais pas que le soleil se moque de mon chagrin. Mais je ne voulais pas non plus que le tonnerre en fasse un spectacle. J'avais emballé ce qui comptait dans 2 valises. Pas grand-chose quand on pense à toute une vie. Des vêtements. Une poignée de photos. La courte pointe de ma grand-mère. Une petite boîte de lettres que je ne pouvais me résoudre à laisser. Tout le reste. Les meubles. Les assiettes. Les bibelots. N'étaient plus que de l'encombrement maintenant. Des choses qui pouvaient rester derrière. Des fantômes dans une maison vide. Elle dormait encore quand j'ai roulé les valises dans le couloir. Je me suis arrêtée devant sa porte. Comme la nuit précédente. Écoutant sa respiration régulière. J'aurais pu frapper. J'aurais pu dire au revoir. Mais qu'aurais-je dit? J'espère qu'un jour tu apprendras ce que signifie aimer sans cruauté. Non. Les mots n'auraient pas atterri. Elle n'était pas prête à les entendre. Alors j'ai continué mon chemin. Ma vieille voiture était garée en bas de la rue. Son coffre déjà ouvert comme une bouche prête à avaler mon passé. En chargeant les valises, j'ai senti un creux étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'excitation. Ce n'était pas tout à fait du chagrin non plus. C'était quelque chose de plus lourd. Quelque chose sans nom. Un mélange d'épuisement et de résolution. Comme un soldat qui sait que la bataille est perdue, mais choisit de battre en retraite avec dignité. Avant de fermer le coffre, j'ai jeté un dernier regard sur l'immeuble. La façade défraîchie. Les volets un peu de travers. Le petit balcon où j'avais essayé de faire pousser des géraniums année après année pendant qu'elle courait à des fêtes. Chaque coin de cet endroit contenait un souvenir. Mais ces souvenirs ne me semblaient plus appartenir. Ils appartenaient à une version de moi qui avait donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et j'en avais fini avec cette version de moi. M'éloigner en voiture a été la partie la plus difficile. Mes mains serraient le volant si fort que j'ai cru que j'y laisserais des empreintes. Chaque rue dans laquelle je tournais me semblait être une trahison envers l'enfant qu'elle avait été. Une trahison de la promesse que je m'étais faite d'être toujours là. Mais à chaque kilomètre, l'air semblait un peu plus pur. Plus je m'éloignais, plus ma poitrine devenait légère. Le silence dans la voiture était assourdissant au début. Pas de bavardage. Pas de demande. Pas de musique assourdissante venant de l'autre côté du mur. Juste moi et la route. Mais bientôt, ce silence est devenu un baume. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais seule avec moi-même. Je ne suis pas allée loin. Du moins pas au début. J'ai trouvé une modeste location dans une petite ville à 2 heures de là. Nichée au pied des Alpes. Non loin d'Annecy. Le genre d'endroit où les voisins vous saluent encore depuis leur porche. Où la caissière de l'épicerie se souvient de votre nom après la 2e visite. Ce n'était pas luxueux. La peinture s'écaillait et le radiateur gémissait comme un vieil homme qui se racle la gorge. Mais c'était à moi. C'était mon refuge. La première nuit là-bas, je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise par terre, entourée de cartons. Pas de télévision. Pas de téléphone qui vibre. Personne pour m'appeler. Juste le son de la bouilloire qui refroidissait et le bourdonnement du réfrigérateur. C'était étrange. À la fois solitaire et libérateur. Solitaire parce que pour la première fois en 21 ans, personne n'avait besoin de moi. Libérateur parce que pour la première fois en 21 ans, personne n'avait besoin de moi. Je pouvais respirer. Dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvée à réapprendre des joies simples. Me réveiller au chant des oiseaux au lieu du claquement des portes. Cuisiner un repas juste pour moi.
Sans que quelqu'un ricane de mes vieilles recettes. Faire des promenades dans le parc. Sans me presser de rentrer parce que l'emploi du temps de quelqu'un d'autre dictait ma vie. Au début, cela semblait égoïste. Les instincts d'une mère ne meurent pas du jour au lendemain. Je me surprenais à penser, elle aura faim, ou a-t-elle fini ses devoirs? Avant de me rappeler qu'elle n'était pas là. Et que je n'avais plus à porter ce poids. Puis, lentement, cette culpabilité s'est fondue en quelque chose de plus doux. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Bien sûr. Je savais que ça ne durerait pas éternellement. Je savais qu'elle finirait par s'en rendre compte. Remarquer la robe manquante? Le compte vidé. La chambre vide. Elle appellerait. Ou peut-être qu'elle enragerait. Exigerait des réponses. Mais pour une fois, je ne vivais pas dans la peur de sa réaction. Pour une fois, je vivais pour moi-même. Et cela, je l'ai réalisé en m'endormant dans ma petite maison de location. Valait chaque sacrifice que j'avais fait. Et chaque sacrifice encore à venir. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Je n'ai pas eu de ces nouvelles la première semaine, ni même la deuxième. Une partie de moi s'attendait au moins à un appel téléphonique furieux. Peut-être à une série de messages exigeant de savoir où j'étais passé. Mais il n'y avait rien. Juste le silence. Elle ne l'avait pas remarqué. Ou pire. Elle l'avait remarqué et ne s'en souciait pas. Cette pensée était un poison lent, qui me rongeait un peu chaque jour. C'est la 3e semaine que les appels ont finalement commencé. Des numéros manqués. Des messages vocaux. Des SMS remplis de points d'interrogation. Au début, ils étaient courts. T'es où? Tu as pris ma robe? Qu'est-il arrivé au compte? Je n'ai pas répondu. Je savais que ce n'était pas de moi qu'elle s'inquiétait. Ce qu'elle voulait vraiment, ce n'était pas moi. C'était ce que j'avais fourni. La robe. L'argent. La stabilité que j'avais saignée à blanc pour lui donner. C'était parti maintenant. Et avec l'illusion qu'elle se tenait sur ses 2 pieds. Assez vite, le ton des messages a changé. La colère s'est transformée en panique. Elle s'était inscrite pour son semestre d'automne à l'université. Pour découvrir que le paiement des frais de scolarité n'était jamais passé. Elle a essayé de régler le problème elle-même. Mais il ne restait rien sur le compte. Elle a appelé la banque. Puis moi. Encore et encore. Ses mots sont devenus plus aigus. Teintés de désespoir. Maman. Réponds. C'est urgent. L'université dit que je vais perdre ma place. Puis est venue la débâcle du mariage. La robe que j'avais vendue était censée être le joyau de ses fiançailles. Elle l'avait montrée à ses amis. Avait même posté des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Se vantant de son mariage de rêve. Maintenant, avec la robe partie et l'argent évaporé, son fiancé, Thomas, a commencé à poser des questions. Il venait d'une famille pragmatique. Des gens pour qui un budget n'était pas un gros mot. Il voulait voir les comptes. Planifier les dépenses. Les disputes ont suivi. Thomas n'était pas méchant. Mais il était pratique. Un homme au début de la vingtaine ne veut pas endosser des dettes qui n'ont jamais été les siennes. Il ne comprenait pas comment Chloé pouvait être si insouciante. Si incapable de gérer la moindre chose. D'après ce que j'ai su plus tard. Par une vieille voisine qui m'appelait de temps en temps pour me donner des nouvelles. Les fiançailles se sont effilochées plus vite qu'elle n'aurait pu les raccommoder. La confiance s'était brisée. Il ne voyait plus en elle la jeune femme charmante et pétillante. Mais une enfant gâtée incapable de faire face à la réalité. Les amis qui s'étaient autrefois assises à ma table en riant de moi se sont également éclipsés.
Les étudiantes sont promptes à se disperser lorsque le plaisir disparaît. Elles ne voulaient pas traîner avec quelqu'un qui ne pouvait plus organiser de brunch, acheter des billets de concert ou jouer le rôle de la future mariée glamour. Son monde, construit sur des apparences et de l'argent facile, s'effondrait comme un château de cartes. Au bout d'un mois, elle était seule. Je n'ai pas pris plaisir à sa chute. Pas au début. Le cœur d'une mère ne s'endurcit pas si facilement. Je lisais chaque message. J'écoutais chaque message vocal. Mes doigts me démangeant de la rappeler et de l'apaiser comme je l'avais toujours fait. De lui dire que nous allions trouver une solution. Que j'allais arranger ça. Comme j'avais arrangé tout le reste pendant les 21 dernières années. Mais ensuite, j'entendais à nouveau ce rire dans ma tête. Le rire qui m'avait brisé. Et je me souvenais qu'elle n'avait pas seulement fait une erreur. Elle avait choisi de me rabaisser. De m'humilier devant des étrangères après tout ce que je lui avais donné. Non. Il ne s'agissait pas de la punir. Il s'agissait de lui apprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais appris. Que l'amour n'est pas une fontaine gratuite et inépuisable à laquelle on peut s'abreuver sans jamais rien donner en retour. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai construit un petit rythme dans ma nouvelle vie. Je jardinais sur mon balcon, cultivant des herbes aromatiques dans des pots en terre cuite. Le basilic et le thym embaumaient mon petit appartement. Je lisais le soir, dévorant les livres que j'avais toujours voulu lire. Des romans policiers aux classiques de la littérature française. Je discutais avec la gentille dame d'Aix en grave côté. Madame Dubois. Une veuve qui m'apportait des muffins quand elle en faisait trop. Elle ne posait pas de questions sur mon passé. Elle acceptait simplement ma présence. Et j'appréciais cette simplicité. Je me suis surprise à sourire plus souvent. D'un sourire authentique qui venait du cœur. Et pourtant, de temps en temps, mon téléphone s'allumait avec son numéro. Parfois, j'écoutais les messages vocaux. Sa voix devenait plus petite à chaque fois. L'arrogance avait disparu, remplacée par des supplications. Maman. S'il te plaît. Parle-moi. Maman. Je ne sais pas quoi faire. Thomas m'a quitté. Maman. Je suis désolée. Ce dernier message m'a presque brisée. Je suis restée assise avec le téléphone pressé contre ma poitrine. Des larmes glissant sur mes joues. Je voulais tellement la rappeler. Lui dire, je te pardonne. Rentre à la maison. Mais ensuite, je me suis souvenue. Si je revenais trop tôt, si je réparais tout à nouveau, rien ne changerait. Elle retomberait dans ses vieilles habitudes et je disparaîtrais à nouveau dans le décor de sa vie. Elle devait sentir le poids de ses choix. Tout comme j'avais porté le poids des miens pendant plus de 2 décennies. Elle a dû trouver un travail. Un petit boulot de serveuse dans un café. Ironiquement. Elle m'a laissé un message vocal un soir. Sa voix fatiguée et rauque. Elle se plaignait des clients impolis. Des longues heures. De ses pieds douloureux. En l'écoutant, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Juste une profonde tristesse. C'était la vie que j'avais menée pendant des années pour qu'elle n'ait jamais à la connaître. Et maintenant, elle y goûtait. Ne serait-ce qu'un peu. C'était une leçon dure. Une leçon que j'aurais préféré qu'elle n'ait jamais à apprendre de cette façon. Mais elle n'avait pas laissé d'autre choix. Pendant ce temps, je commençais à m'épanouir. J'ai rejoint un club de randonnée local, composé de gens de mon âge qui aimaient la montagne autant que moi. Le week-end, nous partions sur les sentiers, grimpant vers des vues à couper le souffle sur le lac d'Annecy et les sommets enneigés. L'air frais des montagnes semblait purifier non seulement mes poumons, mais aussi mon esprit. J'ai recommencé à rire. Un vrai rire qui venait du ventre.
J'ai noué des amitiés. De vraies amitiés basées sur des intérêts communs et un respect mutuel. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas définie par mon rôle de mère. J'étais Eliane. La femme qui aimait les longues promenades. Qui avait la main verte. Qui pouvait débattre passionnément d'un livre. Je me redécouvrais. Couche par couche. Comme si j'étais une archéologue de ma propre âme. Et ce que je trouvais me plaisait. Un jour, en me promenant en ville, je suis passée devant une petite galerie d'art qui proposait des cours d'aquarelle. Quand j'étais jeune, avant Chloé, j'adorais dessiner. C'était un rêve que j'avais enterré sous des couches de responsabilité. Sur une impulsion, je suis entrée et je me suis inscrite. Le premier cours fut une révélation. Tenir un pinceau, mélanger les couleurs, voir une image prendre forme sur le papier sous mes doigts. C'était comme retrouver une partie de moi que je croyais perdue à jamais. Mon professeur, un homme plus âgé à la barbe blanche et aux yeux pétillants, a dit que j'avais un talent naturel. Ces mots simples m'ont rempli d'une joie que je n'avais pas connue depuis des années. Ma vie était simple, mais elle était pleine. Pleine de petites joies. De nouveaux départs. De paix. Et à chaque nouveau jour. La voix de Chloé dans ma tête. Celle qui riait de moi. S'estompait un peu plus. Elle était remplacée par le bruit du vent dans les arbres. Le clapotis de l'eau contre la rive. Et le son de mon propre rire. Le point de rupture est arrivé un soir de fin d'automne. Mon téléphone a sonné. Et quand j'ai vu son nom, quelque chose en moi a hésité différemment cette fois. Ce n'était plus de la colère ou de la détermination, mais une sorte de curiosité prudente. J'ai répondu. Sa voix a craqué dès qu'elle a entendu la mienne. Maman. Maman. C'est moi. Je sais qui c'est. Ai-je dit doucement. Ma voix était calme. Posée. Il y a eu un silence sur la ligne. Puis un sanglot. Un sanglot déchirant qui semblait venir du plus profond de son être. J'ai besoin de toi. Et pour la première fois, j'ai senti l'équilibre basculer. Elle n'appelait pas pour l'argent, la robe ou la commodité. Elle appelait pour moi. Elle n'a pas dit « j'ai besoin que tu fasses quelque chose ». Mais « j'ai besoin de toi ». La nuance était tout. Mais je n'étais plus la même femme dont elle s'était moquée des mois auparavant. Je n'étais plus la servante qui se pliait en quatre pour satisfaire le moindre de ses besoins. Aussi petit soit-il. J'étais Eliane. La femme qui peignait des aquarelles et gravissait des montagnes. Alors, avant de dire un autre mot, je me suis rappelé que cette conversation ne se déroulerait pas selon ces termes. Elle se déroulerait selon les miens. Où es-tu? Ai-je demandé. Je suis toujours à Lyon. Je suis dans mon appartement. Enfin. Notre appartement. Il est si vide sans toi. Sa voix s'est brisée à nouveau. Je ne peux plus payer le loyer. Le propriétaire m'a donné un préavis. Je vais devoir partir à la fin du mois. Je n'ai nulle part où aller. L'ancienne moi aurait paniqué. Elle aurait immédiatement commencé à chercher des solutions. À calculer des budgets. À promettre de l'aide. La nouvelle moi est restée silencieuse, laissant le poids de ses mots s'installer. Maman. Dis quelque chose. S'il te plaît. A-t-elle supplié. J'ai pris une profonde inspiration. Chloé. Qu'attends-tu de moi? Il y a eu une pause. Je ne sais pas. A-t-elle admis dans un souffle. Je veux juste. Je veux que tu reviennes. Je veux que tout redevienne comme avant. Une tristesse infinie m'a envahi. Rien ne pourra jamais redevenir comme avant. Chloé.
Et tu sais pourquoi? Parce que, avant, ça ne fonctionnait pas. Avant, ça me détruisait à petit feu. Je sais. A-t-elle sangloté. Je sais maintenant. Je suis tellement désolée. Maman. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis désolée. Je pense à ce jour tout le temps. À ce que j'ai dit. À la façon dont j'ai ri. C'était horrible. C'était la chose la plus horrible que j'ai jamais faite. C'était la première fois qu'elle le disait sans aucune condition. Sans aucune excuse. C'était un simple aveu de culpabilité. Et cela, plus que tout le reste, a ouvert une petite brèche dans le mur que j'avais construit autour de mon cœur. Je veux bien te voir, ai-je dit. Ma voix toujours mesurée. Mais pas à Lyon. Tu viendras ici. Je t'enverrai l'argent pour le billet de train. Nous nous verrons en terrain neutre. C'était mon premier test. Allait-elle accepter de venir dans mon monde? Selon mes règles? Ou allait-elle exiger que je revienne dans le sien? D'accord. A-t-elle dit sans hésiter. Oui. J'arrive. Dis-moi juste quand. En raccrochant. Je suis resté un long moment à regarder par la fenêtre. Vers les montagnes qui se dessinaient dans le crépuscule. Je ne savais pas ce que cette rencontre allait donner. Mais je savais que c'était nécessaire. Pour elle. Et pour moi. La confrontation n'était plus évitable. C'était la seule voie vers une forme de guérison. Ou une rupture définitive. Et pour la première fois, j'étais prête à faire face à l'une ou l'autre de ces issues. Quand j'ai finalement accepté de la rencontrer, je n'ai pas choisi la maison que nous partagions autrefois. J'ai choisi un café tranquille dans la ville où je vivais maintenant. Un terrain neutre. Un endroit qui ne résonnait pas de souvenirs. Je suis arrivée en avance. Comme toujours. Mes mains enroulées autour d'une tasse de thé. Me stabilisant pendant que je regardais la porte. Et quand elle est entrée, j'ai eu le souffle coupé. Elle semblait plus petite. D'une certaine manière. Pas en taille. Bien sûr. Mais en esprit. Ses épaules étaient voûtées. Ses yeux cernés d'ombre. Sa confiance ébréchée. Fini la jeune femme qui riait si facilement à mes dépens. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait l'air perdu. Elle portait des vêtements simples. Un jean et un pull usé. Loin des tenues à la mode qu'elle arborait autrefois. Ses cheveux, d'habitude impeccablement coiffés, étaient simplement attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Elle m'a repéré et s'est précipitée vers moi. Maman. Sa voix s'est brisée sur le mot. Comme si elle n'était pas sûre d'avoir encore le droit de l'utiliser. J'ai fait un signe de tête vers la chaise en face de moi. Assieds-toi. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. L'air entre nous était épais de choses non dites. Le tintement des cuillères et le murmure des autres clients semblaient venir d'un autre monde. C'était elle qui a rompu le silence. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu as l'air bien. Je vais bien. Ai-je répondu simplement. C'était la vérité. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis contente. Finalement. Elle a lâché. Les mots se bousculant, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as laissé quand j'avais le plus besoin de toi? J'ai posé ma tasse lentement, me donnant le temps de rassembler mes pensées. Puis j'ai rencontré son regard. Tu penses que c'est à ce moment-là que tu avais le plus besoin de moi? Non. Tu avais le plus besoin de moi quand tu riais de moi devant tes amis. Et j'étais là. Tu ne m'as simplement pas vu. Son visage s'est décomposé. Maman. J'ai levé une main. Laisse-moi finir. Ma voix était calme mais ferme.
Plus stable que je ne me sentais à l'intérieur. Pendant 21 ans, je t'ai tout donné. Mon temps. Mon argent. Ma santé. Mes rêves. Je me suis privée pour que tu puisses avoir. Je me suis assurée que tu ne ressentes jamais la faim ou la solitude que j'ai portée. Et en retour, j'ai demandé du respect. Pas la perfection. Pas une gratitude constante. Juste du respect. Et le jour destiné à honorer les mères, tu as ri de moi comme si j'étais une blague. Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne le pensais pas comme ça. Si. Tu le pensais? Ai-je interrompu doucement. Peut-être que tu n'as pas réalisé à quel point ça me blesserait? Mais tu le pensais sur le moment. Et tes amis le pensaient. Et tu as laissé faire. Tu as même participé. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Ses épaules secouées par les sanglots. Je suis désolée. J'ai été stupide. J'essayais de les impressionner. Et je pensais. Elle s'est interrompue avec un sanglot. Je pensais que tu comprendrais. Un sourire amer a étiré mes lèvres. Comprendre d'être humiliée? Non. Je ne pense pas qu'aucune mère ne comprenne vraiment cela. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que tu avais honte de moi. Et il n'y a pas de douleur plus profonde pour une mère que de voir la honte dans les yeux de son enfant. Le silence s'est de nouveau étiré entre nous. Brisé seulement par ses reniflements. Puis, doucement, elle a demandé, pourquoi la robe? Pourquoi l'argent? Tu savais que j'en avais besoin. Cette fois, je me suis penchée en avant. Ma voix basse mais tranchante. Exactement. Tu en avais besoin? Mais ils n'ont jamais été à toi. Ils étaient à moi. Mes sacrifices. Mon travail. Mon amour transformé en dentelle et en chiffres sur une page. Et quand tu as clairement montré que tu ne me valorisais pas? Moi. La source de tout cela? Pourquoi les aurais-je laissés derrière pour que tu les gaspilles? Elle m'a regardée. Stupéfaite. Comme si elle n'y avait jamais pensé de cette façon. La robe n'était pas un dû. L'argent n'était pas un droit. C'étaient les fruits d'une vie de labeur. Une vie qu'elle avait jugée démodée et risible. Tu me détestes? A-t-elle murmuré? Sa voix tremblante. J'ai secoué la tête. Non. La haine. C'est facile. Ce que je ressens est plus difficile. Je t'aime. Chloé. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux pas te laisser me traiter comme si j'étais jetable. L'amour ne signifie pas se laisser piétiner. Ses larmes ont redoublé. Le genre de pleurs qui secoue tout le corps. Un instant. J'ai failli tendre la main. Failli la prendre dans mes bras comme je le faisais quand les cauchemars la réveillaient petite fille. Mais je me suis retenue. Elle devait ressentir ça. S'asseoir avec ça. S'asseoir avec les conséquences de ses actes. Sans que je sois là pour amortir le choc. Elle a levé les yeux vers moi. Les yeux gonflés et rouges. Est-ce que je peux réparer ça? J'ai soupiré. Me penchant en arrière. Ce n'est pas une question pour moi. C'est une question pour toi. Le respect ne se donne pas parce qu'on le demande. Il se gagne. Chaque jour. Dans la façon dont on traite les gens. En particulier les gens qui nous aiment. Nous sommes restées assises là pendant ce qui a semblé des heures. Elle m'a parlé de ses fiançailles rompues. Des cours qu'elle ne pouvait pas payer. Des amis qui s'étaient éloignés. Chaque mot était teinté de regret. Je l'ai écouté. Mais je ne me suis pas précipitée pour résoudre ses problèmes. Je n'ai pas ouvert mon portefeuille ni proposé de passer des appels. C'était l'ancienne Eliane. La nouvelle Eliane a simplement hoché la tête, la laissant dire sa vérité pendant que je gardais la mienne.
Je lui ai parlé de ma nouvelle vie. De mes cours d'aquarelle. De mes randonnées en montagne. Je lui ai montré sur mon téléphone une photo d'une de mes peintures. Un paysage du lac. Elle l'a regardé. Les yeux écarquillés. C'est magnifique. Je ne savais pas que tu peignais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Chloé. Ai-je dit doucement. Parce que tu n'as jamais demandé. Cette phrase a semblé la frapper plus durement que n'importe quel reproche. Elle a baissé les yeux, fixant ses mains sur la table. Finalement. Je me suis levée. Je dois y aller. La panique a éclaté dans ses yeux. Attends. Ne me laisse pas encore. Ma voix s'est adoucie. Juste une fraction. Je ne te quitte pas. Pas comme je l'ai fait avant. Mais je ne reviens pas non plus à celle que j'étais. Si tu me veux dans ta vie. Ce sera en tant que ta mère? Oui. Mais aussi en tant que femme qui mérite le respect. Pas en tant que ta servante? Pas en tant que ta blague. Elle a hoché la tête à travers ses larmes. Bien que je ne puisse dire si elle comprenait vraiment. Alors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-elle demandé? Sa voix pleine d'incertitude. Maintenant? Tu retournes à Lyon. Tu trouves un endroit où vivre? Peut-être une colocation. Tu continues de travailler. Tu commences à te construire? Par toi-même. Et tu m'appelles. Pas pour que je résolve tes problèmes. Mais pour me parler. Pour me demander comment s'est passée ma journée. Pour me raconter la tienne. Nous reconstruirons. Chloé. Mais cette fois. Nous le ferons sur des fondations solides. Brique par brique. En sortant du café, je me sentais à la fois plus lourde et plus légère. Plus lourde du poids de tout ce qui avait été dit et non dit. Plus légère parce que pour la première fois, je ne m'étais pas pliée en morceaux pour la mettre à l'aise. Et peut-être, juste peut-être, que c'était la première vraie leçon qu'elle ait jamais apprise de moi. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle restait assise, seule à la table, pleurant dans son café devenu froid. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas fait demi-tour. Laisser son enfant faire face à sa propre douleur est la chose la plus difficile et la plus aimante qu'une mère puisse faire. En quittant ce café, je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas comme une héroïne qui avait gagné une bataille. Non. Ce que je ressentais était compliqué. Comme se tenir au bord d'une falaise, regardant l'horizon, sans savoir si la vue est belle ou terrifiante. C'est la vérité que les gens ne vous disent pas. Se réapproprier ne fait pas toujours du bien. C'est nécessaire. C'est brut. Et le nécessaire et le brut vous mèneront plus loin que le confort ne le pourra jamais. Les jours qui ont suivi notre rencontre, Chloé a appelé plus souvent. Parfois juste pour entendre ma voix. Parfois pour me dire qu'elle essayait. Essayer de gérer ses factures. Essayer de trouver une colocation avec des inconnus. Essayer de grandir. Je ne me suis pas précipitée pour la féliciter. Je n'ai pas plongé pour réparer le désordre. J'ai écouté. Et puis je suis retournée à mon jardin. À mon thé ou à mon livre. Pour une fois, ma vie ne tournait pas en orbite autour de la sienne. Et laissez-moi vous dire, après 2 décennies à tourner autour de chacun de ses besoins, rester immobile dans mon propre centre semblait étrange. Étrange. Mais juste. Le chemin a été difficile pour elle. Elle a trouvé un petit studio dans un quartier moins chic de Lyon. Un endroit qu'elle aurait méprisé quelques mois plus tôt. Son travail de serveuse était épuisant. Mais elle a tenu bon. Elle m'a raconté ses difficultés. Non pas en se plaignant, mais avec une sorte de résignation fatiguée qui était nouvelle pour elle.
Elle apprenait la valeur d'1 € gagné à la sueur de son front. Une fois, elle m'a appelé. Paniquée. Son réfrigérateur était tombé en panne. Et elle n'avait pas l'argent pour le faire réparer ou le remplacer. L'ancienne Eliane aurait immédiatement transféré l'argent. La nouvelle Eliane a dit, c'est un problème. En effet. Qu'est-ce que tu penses faire? Il y a eu un long silence. Puis elle a soupiré. Je ne sais pas. Peut-être que je peux trouver quelqu'un sur le bon coin qui répare des appareils pour pas cher. Ou je pourrais demander à mon patron si je peux faire des heures supplémentaires. Ce sont de bonnes idées? Ai-je répondu. Et j'ai raccroché. Ça m'a tué de faire ça. Mais je savais que si je la sauvais, elle n'apprendrait jamais à nager. Quelques jours plus tard, elle m'a rappelé. Sa voix pleine de fierté. Elle avait trouvé un étudiant en école technique qui lui avait réparé le frigo pour une somme modique. C'était la première fois que j'entendais une véritable réussite dans sa voix. Une réussite qui lui appartenait entièrement. C'était une petite victoire, mais c'était la sienne. Nos conversations ont lentement commencé à changer. Elle a cessé de parler de ce qu'elle avait perdu et a commencé à parler de ce qu'elle apprenait. Elle me posait des questions sur ma vie. Tu as peint quelque chose de nouveau aujourd'hui? Comment était ta randonnée? Elle a commencé à me voir. Non pas comme une solution à ses problèmes, mais comme une personne. Pourtant, la route vers la guérison n'est jamais une ligne droite. Il y a eu des rechutes. Un soir, elle m'a appelé en pleurs, se sentant seule et dépassée. Elle m'a supplié de revenir, juste pour un week-end. Je ne peux pas. Chloé. Ai-je dit doucement. Tu dois apprendre à être seule. Tout comme j'apprends. La plus grande épreuve est survenue environ 6 mois après mon départ. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait décidé de reprendre ses études. Pas dans la grande école de commerce privée qu'elle avait prévue, mais dans une université publique, avec un programme qu'elle pouvait suivre tout en travaillant. Elle avait fait les démarches pour obtenir une bourse et un prêt étudiant. Je vais devoir travailler dur? A-t-elle dit. Sa voix un mélange de peur et de détermination. Mais je veux le faire. Pour moi. Et c'est là que j'ai su. C'est là que j'ai su que le changement était réel. Elle ne le faisait pas pour impressionner un fiancé ou des amis. Elle ne comptait pas sur mon argent. Elle le faisait pour elle. Ce week-end-là, pour la première fois, je suis retournée à Lyon. Pas pour y rester. Juste pour une visite. Je ne suis pas allée dans notre ancien appartement. Nous nous sommes retrouvés dans un parc. Quand je l'ai vue s'approcher, j'ai vu une différence. Elle se tenait plus droite. Il y avait une nouvelle maturité dans son regard. Elle ne m'a pas demandé d'argent ni d'aide. Elle m'a apporté un petit cadeau. Un carnet de croquis et un jeu d'aquarelle de bonne qualité. J'ai pensé que tu pourrais les aimer, a-t-elle dit timidement. Mes yeux se sont embués. C'était le premier cadeau qu'elle m'offrait. Un cadeau qui me concernait vraiment. Moi. Et non l'idée qu'elle se faisait d'une mère. C'était un cadeau qui disait, je te vois. Nous avons marché pendant des heures, parlant de tout et de rien. De ses cours, de mon club de randonnée, de l'avenir. C'était maladroit au début. Comme réapprendre une danse que l'on a oubliée. Mais petit à petit, nous avons trouvé un nouveau rythme. Un rythme basé non pas sur la dépendance et le sacrifice, mais sur 2 individus se connectant avec respect et un amour retrouvé. Avant de prendre mon train pour rentrer, elle m'a serré dans ses bras. C'était différent des étreintes pressées et distraites du passé. C'était une étreinte qui venait du cœur. Une étreinte qui disait « merci » et « je suis désolée » et « je t'aime » tout à la fois.
Je suis fière de toi. Chloé. Ai-je murmuré dans ses cheveux. Je suis fière de toi aussi. Maman. A-t-elle répondu? Et j'ai su qu'elle le pensait. En m'asseyant dans le train qui me ramenait à ma nouvelle maison. À ma nouvelle vie. J'ai regardé le paysage de Lyon s'éloigner par la fenêtre. Je n'éprouvais plus de douleur en regardant cette ville. Seulement une douce mélancolie. La femme qui avait fui cette ville n'existait plus. L'enfant gâté qu'elle avait laissé derrière elle n'existait plus non plus. Nous étions toutes les deux de nouvelles personnes, forgées dans le feu de la séparation et de la perte. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je ne savais pas si notre relation serait un jour aussi simple qu'elle l'avait été quand elle était une petite fille me tendant des pissenlits. Probablement pas. Les fissures resteraient toujours. Des rappels de la douleur que nous nous étions infligés. Mais peut-être que ce n'était pas une mauvaise chose. Peut-être que ce sont les fissures qui laissent entrer la lumière. Et pour la première fois depuis très longtemps, je pouvais voir la lumière, à la fois pour elle et pour moi. Le chemin était encore long. Mais nous n'étions plus dans l'obscurité. Nous avancions vers quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Est-ce que je lui pardonne? Oui. Dans mon cœur, je le fais. Elle est mon enfant. Et l'amour d'une mère est têtu. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Cela ne signifie pas prétendre que ces années de sacrifice ne m'ont rien coûté ou que son rire n'a pas laissé de cicatrices. Le pardon signifie que je libère le poids. Mais je ne le lui rends pas pour qu'elle l'utilise à nouveau. Notre relation, aujourd'hui, est une chose fragile et nouvelle. Nous la construisons lentement. Comme on le ferait pour un jardin après un hiver rigoureux. Nous devons arracher les mauvaises herbes du ressentiment, retourner la terre durcie par la négligence, et planter de nouvelles graines de confiance. Cela demande du temps et de la patience. Deux choses que nous apprenons toutes les deux. Elle m'appelle chaque dimanche. C'est devenu notre rituel. Ce ne sont pas des appels longs ou dramatiques. Nous parlons de nos semaines. Je lui raconte mes dernières peintures. Les couleurs que j'essaie de capturer. Elle me parle de ses cours. D'un professeur difficile. D'un examen pour lequel elle est nerveuse. Elle me parle de son travail au café. Des clients amusants. De la fatigue qu'elle ressent à la fin de la journée. Dans ces conversations, j'entends une nouvelle femme émerger. Une femme qui est responsable. Qui réfléchit à ses choix. Une femme qui apprend à compter sur elle-même. Il y a une humilité dans sa voix qu'il n'y avait pas avant. Une conscience du monde qui l'entoure. Elle est venue me rendre visite plusieurs fois dans ma petite ville. Elle ne reste jamais longtemps. Juste un week-end ici et là. Elle dort sur le canapé lit de mon salon. Elle ne se plaint pas du manque de place ou du fait que ma maison n'est pas aussi moderne que notre ancien appartement. Au contraire, elle semble apprécier le calme. Nous faisons des promenades autour du lac. Parfois, elle m'accompagne à mon cours d'aquarelle et s'assoit dans un coin pour lire, observant silencieusement les autres élèves et moi. Un jour, elle a dit, « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. » Maman. Ces mots, simples et sincères, valaient plus que toutes les excuses du monde. Elle a commencé à économiser de l'argent. Pas beaucoup. Mais c'est un début. Elle m'a dit qu'elle voulait rembourser une partie de l'argent que j'avais utilisé de son fonds d'études. J'ai secoué la tête. Cet argent n'était pas le tien? Chloé. C'était le mien. Et je l'ai utilisé pour commencer ma nouvelle vie. Tu n'as rien à me rembourser. Concentre-toi sur la construction de la tienne. Elle a mis du temps à accepter cela. L'idée que tout ne lui était pas dû était une leçon difficile à intégrer. Mais elle apprend. Est-ce que nous serons un jour aussi proches que nous l'étions autrefois? Je ne sais pas. Peut-être.
Peut-être pas. Cette proximité d'autrefois était basée sur sa dépendance totale et mon effacement complet. Ce n'est pas une base saine pour une relation. La proximité que nous construisons maintenant est différente. Elle est basée sur le respect mutuel entre deux femmes adultes. C'est plus distant? D'une certaine manière? Mais c'est aussi plus réel. Ce n'est plus l'histoire que je vis. Mon histoire ne consiste plus à être tout pour quelqu'un d'autre. Mon histoire, maintenant, consiste à être quelque chose pour moi-même. Si vous m'écoutez en ce moment, en particulier ceux d'entre vous qui ont consacré leur vie à élever des enfants, vous savez de quoi je parle. Nous, les mères, nous donnons et donnons. Et quelque part en chemin, nous oublions que nous sommes aussi des personnes. Nous oublions que nous méritons le respect, la joie, la dignité. Et quand cela nous est enlevé par le rire, par la négligence, par la cruauté, nous devons poser la question la plus difficile de toutes. Et moi? Cette question m'a sauvée. Je ne vous raconte pas cela pour me peindre en sainte ou en méchante. Je vous le raconte parce que la vie est compliquée et que les choix ne sont pas nets. Vendre la robe, prendre l'argent, quitter la maison. Ce n'étaient pas de jolis choix. Mais c'étaient les miens. Pour une fois, ils étaient à moi. Je continue de peindre. Ma petite galerie locale a exposé quelques-unes de mes aquarelles. J'en ai même vendu 2. Le sentiment de voir quelqu'un d'autre apprécier quelque chose que j'avais créé de mes propres mains, de ma propre vision, était indescriptible. C'était une validation que je n'avais jamais su que je cherchais. Je n'ai jamais refait ma vie avec un homme. Peut-être que cela arrivera un jour? Peut-être pas. Je ne cherche pas. Je suis heureuse avec ma propre compagnie, avec mes amis, avec ma nouvelle routine. Pour la première fois, je ne me sens pas incomplète en étant seule. Je me sens entière. Chloé, de son côté, continue son chemin. Elle a terminé sa première année d'université avec de bonnes notes. Elle a été promue gérante adjointe au café. Elle sort avec un jeune homme, un étudiant en histoire qu'elle a rencontré à la bibliothèque. Il est gentil, calme, et il semble la respecter pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut offrir. Quand elle m'a parlé de lui, elle a dit, il est gentil avec les serveurs. C'est comme ça que j'ai su que c'était quelqu'un de bien. J'ai souri. Elle avait appris. Et si ma fille apprend des conséquences? Si elle devient quelqu'un qui respecte non seulement moi, mais aussi elle-même et les autres? Alors peut-être que mon départ aura été le plus grand cadeau que j'aurais pu lui faire. Sinon, eh bien, au moins, je me suis finalement donné quelque chose à moi-même. Alors, me voici. Dans une petite maison de location avec de la peinture qui s'écaille, quelques plantes sur le rebord de la fenêtre, et la paix dans ma poitrine. Je n'ai pas besoin de grandeur. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai besoin de la dignité tranquille de savoir que je ne me suis pas laissé disparaître. Parce qu'au bout du compte, l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. C'est une habitude, une obligation, parfois même une prison. Le véritable amour, celui qui dure, celui qui guérit, doit avoir le respect comme fondation. Sans cela, tout s'écroule. Je l'ai appris à la dure. Mais je l'ai appris. Il y a encore des jours difficiles. Des jours où la solitude pèse un peu plus lourd. Des jours où je vois une mère et sa fille rire ensemble dans la rue et où mon cœur se serre d'un pincement de nostalgie pour une simplicité que je ne retrouverai peut-être jamais. Mais ces moments passent. Je prends alors mes pinceaux. Je sors mes couleurs. Et je peins le lac. Je peins les montagnes. Je peins la lumière qui danse sur l'eau.
Et je me souviens que la beauté peut naître des endroits les plus brisés. Mon histoire n'est pas un conte de fées avec une fin heureuse parfaite. C'est une histoire vraie, avec des bords rugueux et des questions sans réponse. Mais c'est mon histoire. Et pour la première fois, je suis fière de la raconter. Merci de vous être assis avec moi à travers tout cela. Si mon histoire a remué quelque chose en vous, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, j'aimerais l'entendre aussi. Nous sommes peut-être dispersés à travers le monde, mais nous ne sommes pas aussi seuls que nous le sentons parfois. L'autre jour, j'étais assise sur mon balcon, sirotant un thé à la menthe et regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Le ciel était une toile de rose, d'orange et de violet. C'était si beau que ça faisait presque mal. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Chloé. Ce n'était pas un appel à l'aide ou une demande. C'était une photo. Une photo d'un petit gâteau avec une seule bougie dessus. Le message disait: « J'ai eu une bonne note à mon partiel de droit. J'ai décidé de fêter ça. Je pensais à toi. » J'ai regardé la photo. Le petit gâteau humble sur une assiette ébréchée dans son minuscule studio. Ce n'était pas un grand brunch chic. Ce n'était pas une publication pour les réseaux sociaux. C'était un moment de fierté tranquille, partagé avec moi. Un pissenlit numérique tendu à travers la distance. J'ai souri. Un vrai sourire qui a atteint mes yeux. J'ai tapé une réponse. Je suis si fière de toi. Ma chérie. Savoure bien ton gâteau. Tu l'as mérité. Puis j'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. J'ai reporté mon attention sur le ciel. Le soleil avait presque disparu, laissant derrière lui une lueur douce et persistante. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que Chloé viendra vivre plus près de moi un jour. Peut-être qu'elle construira sa propre vie à Lyon. Ou ailleurs. Peut-être que je vendrai assez de peinture pour m'acheter une petite maison avec un vrai jardin. Peut-être pas. Et c'est d'accord. J'ai arrêté de vivre dans les peut-être et j'ai commencé à vivre dans le maintenant. Et maintenant? En cet instant? Il y a le calme. Il y a la beauté du ciel qui s'assombrit. Il y a le goût de la menthe sur ma langue. Il y a la connaissance, profonde et stable comme les montagnes en face de moi, que j'ai fait ce qu'il fallait. Non seulement pour moi, mais finalement, pour elle aussi. En lui retirant le filet de sécurité que j'avais toujours été. Je lui ai donné quelque chose de bien plus précieux, la chance de se découvrir, de trouver sa propre force. Je lui ai appris que les actions ont des conséquences. Je lui ai montré que l'amour ne doit jamais être pris pour acquis. C'était la leçon la plus dure que j'ai jamais eu à enseigner, et la plus difficile qu'elle ait jamais eu à apprendre. Mais nous l'avons fait. Ensemble. Et pourtant séparément. Le rire de cette fête des mères ne me hante plus. Parfois. Je l'entends encore. Un écho lointain dans un coin de ma mémoire. Mais il n'a plus le pouvoir de me briser. C'est juste un son maintenant. Le son de quelque chose qui devait se casser pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. Prenez soin de vous. Vraiment. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera avec la même tendresse, la même conviction. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous donnez aux autres. Elle réside en vous. Simplement en existant. Il m'a fallu 50 ans pour comprendre cela. J'espère que vous l'apprendrez plus tôt. La dernière trace de lumière a disparu de l'horizon. Et les premières étoiles ont commencé à piquer l'obscurité. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis restée assise dans le crépuscule grandissant, me sentant parfaitement, paisiblement chez moi. Dans ma maison, dans ma vie, en moi-même.
Et c'était plus que suffisant. C'était tout.